Ce soir-là, devant toute ma famille, mon fils m'a poussé. Je suis tombée. Et dans cette chute, j'ai compris que certaines blessures ne viennent pas du sol, mais de ceux qu'on a mis au monde. Je m'appelle Maëlle Perrault. J'ai 61 ans. Et voici l'histoire que je n'ai jamais racontée à personne. Pendant des années, j'ai cru qu'aimer un enfant suffisait, que donner encore et encore finirait par créer de la reconnaissance, de la tendresse, du respect au moins. Je me trompais. Le soir du 24 décembre 2023, j'ai compris que l'amour d'une mère peut devenir invisible, que la générosité peut se transformer en faiblesse, et qu'un fils peut oublier d'où il vient. Mais commençons par le début. Il y avait une nappe blanche sur la grande table de la salle à manger. Une nappe en lin que ma propre mère m'avait offerte il y a 30 ans, brodée à la main, avec des initiales dorées dans un coin. MP Maëlle Perrault. Chaque Noël, je la sortais avec soin. Je la repassais moi-même, lentement, en écoutant les cloches de l'église Saint-Augustin résonner dans le quartier. Cette nappe avait traversé les années. Elle avait vu mes Noëls de jeune mère, les premiers pas de Maxime, ses rires d'enfant, ses promesses d'adolescent. Elle avait vu tant de choses. Ce soir-là, elle allait voir ma chute. J'avais tout préparé avec amour. Comme toujours, le foie gras était disposé sur des petites assiettes en porcelaine. Les toasts étaient encore tièdes. Le saumon fumé reposait sur un lit de citron et d'aneth. J'avais cuisiné un chapon farci au marron, avec une sauce que je préparais depuis des heures. La bûche glacée attendait au congélateur. Tout était prêt. Maxime devait arriver avec sa femme, Chloé. Ma belle-sœur Émilie venait avec son mari. Mon frère Antoine aussi. Nous serions 7 à table. 7 personnes pour célébrer Noël dans la maison où j'avais élevé mon fils seul, après la mort de son père. 7 personnes, dont une seule me respectait encore vraiment. Mais je ne le savais pas encore. Maxime a 35 ans aujourd'hui. Il est né un matin de juin, sous un ciel bleu parfait. Je me souviens de tout, de ses petits poings serrés, de son premier regard, de la promesse que je m'étais faite, je serai toujours là pour lui. Et j'ai tenu cette promesse pendant 35 ans. Quand son père est mort, Maxime avait 7 ans, j'ai tout fait pour qu'il ne manque de rien. J'ai travaillé, j'ai économisé, j'ai renoncé à refaire ma vie pour me consacrer à lui. Je voulais qu'il ait tout ce que je n'avais pas eu. Une éducation, des voyages, des opportunités. Je voulais qu'il soit heureux. Alors j'ai payé ses études de commerce. J'ai financé son premier appartement. Quand il a voulu lancer son entreprise, une petite société de conseil en communication, je lui ai prêté de l'argent. 20 000 €. Un prêt, avais-je dit. Mais nous savions tous les deux que cet argent ne reviendrait jamais. Et puis l'entreprise a périclité. Il y a eu des dettes, des impayés, des nuits où il m'appelait, la voix brisée, en me disant qu'il ne savait plus quoi faire. Alors j'ai continué à l'aider. 3 000 € par mois, pour qu'il puisse payer son loyer, ses charges, ses crédits. 3 000 € chaque mois, pendant 4 ans. Je ne dis pas cela pour me plaindre. Je le dis pour que vous compreniez. Maxime n'était pas un mauvais garçon. Il était juste perdu, fragile. Et moi, j'étais sa mère. Comment aurais-je pu le laisser sombrer? Mais quelque chose a changé quand il a rencontré Chloé. Chloé est arrivée dans sa vie il y a 3 ans. Une jeune femme élégante, bien habillée, avec un sourire poli et des mots choisis. Elle travaillait dans la mode. Elle parlait de marques que je ne connaissais pas, de soirées auxquelles je n'étais jamais invitée. Au début, j'ai été heureuse pour lui. Enfin, il a trouvé quelqu'un. Mais très vite, j'ai senti un décalage. Chloé venait d'un milieu aisé. Ses parents avaient une maison à Deauville. Elle avait grandi dans le 16e arrondissement de Paris, dans un appartement avec vue sur la Seine. Elle n'avait jamais manqué de rien. Et elle ne comprenait pas pourquoi Maxime en était encore là, à 32 ans, avec des dettes, sans véritable carrière. Je l'ai entendu un soir lui dire d'une voix douce mais ferme « Maxime, il faut que tu te reprennes. Tu ne peux pas vivre comme ça éternellement. » Et lui, penaud, avait hoché la tête. Ils se sont mariés l'année suivante. Un mariage discret dans une mairie de province. J'étais là, souriante, émue. Je portais une robe bleu marine et un petit collier de perles. J'avais offert 5 000 € pour les aider à démarrer leur vie commune. Chloé m'avait remercié poliment. Mais ses yeux disaient autre chose. Comme si cet argent était dérisoire. Comme si j'aurais dû donner plus. Après leur mariage, les choses ont changé encore plus vite.
Maxime m'appelait moins. Nos déjeuners du dimanche sont devenus plus rares. Et quand je les invitais, Chloé trouvait toujours une excuse, un brunch avec ses amis, un week-end à Deauville, une exposition qu'elle ne voulait pas manquer. Mais les 3 000 € continuaient à partir de mon compte, chaque mois, comme une horloge invisible. Et puis est arrivé ce Noël, le 24 décembre 2023. J'avais insisté pour qu'il vienne. C'était important pour moi. Nous n'avions pas passé Noël ensemble depuis 2 ans. Je voulais retrouver cette chaleur, cette intimité, ces moments simples où une mère peut embrasser son fils et sentir qu'il est encore son petit garçon. Maxime avait accepté. Avec réticence, mais il avait accepté. Ils sont arrivés en retard. 19h30 au lieu de 18h. Chloé portait un manteau en cachemire beige et des bottines en cuir. Maxime avait un pull gris perle, les mains dans les poches, le regard fuyant. « Pardon, maman, on a eu du trafic », m'a-t-il dit en m'embrassant vaguement la joue. J'ai souri. J'ai pris leur manteau. J'ai servi l'apéritif. Émilie et Antoine étaient déjà là. On a parlé de tout et de rien. De la météo, des embouteillages, du sapin que j'avais décoré moi-même. Mais il y avait une tension, une lourdeur dans l'air, comme si tout le monde attendait quelque chose, sans savoir quoi. Nous sommes passés à table vers 20h. J'avais dressé 7 couverts. Il y avait des bougies, des serviettes pliées en forme de cygne, des petits marque-places que j'avais faits moi-même avec les prénoms calligraphiés. Chacun avait sa place. Ma place à moi était en bout de table, là où j'avais toujours été. La place de la maîtresse de maison, celle qui accueille, celle qui nourrit, celle qui veille. Mais Chloé s'est arrêtée devant ma chaise. Elle a regardé le marque-place, puis elle a regardé Maxime. « Maxime, ta mère ne pourrait pas s'asseoir ailleurs ? Ma mère a toujours cette place-là chez nous. C'est une tradition. » J'ai figé. Maxime a détourné les yeux. « Maman, tu peux te mettre là-bas, non ? Juste pour ce soir ?» Sa voix était douce, presque suppliante. Mais elle portait quelque chose de terrible. J'ai regardé mon fils. J'ai regardé la nappe blanche, les bougies, la table que j'avais préparée pendant des heures. J'ai regardé ce bout de table qui avait été le mien pendant 30 ans. Et j'ai dit, calmement, « Maxime, c'est ma maison, c'est ma table, c'est ma place. » Le silence est tombé comme une pierre. Chloé a ri, un petit rire nerveux. « Enfin, Maëlle, ce n'est qu'une chaise, ce n'est pas grave. » Mais moi, je savais que ce n'était pas qu'une chaise. C'était tout. Maxime s'est levé. Il avait le visage rouge, les poings serrés. « Maman, arrête de faire des histoires. Tu te comportes comme une enfant. »« Maxime, je... »« Non. Maman, dégage de cette chaise. Ce soir, c'est la place de ma belle-mère. » Et puis il a fait un geste que je n'oublierai jamais. Il a tendu les bras. Il m'a poussé. Fort. Je suis tombée. Mon genou a heurté le sol. Mon épaule aussi. J'ai entendu un petit cri. Émilie, je crois. J'ai senti la douleur. Pas celle du corps. L'autre, celle qui vient de l'intérieur et qui ne part jamais vraiment. Je suis restée là, par terre, pendant quelques secondes qui m'ont paru des heures. Personne n'a bougé. Maxime me regardait, les yeux écarquillés, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Chloé avait la main devant la bouche. Antoine s'est levé pour m'aider. Émilie aussi. Mais moi, je les ai repoussés doucement. Je me suis relevée seule. J'ai épousseté ma robe. J'ai redressé mes cheveux. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Et j'ai dit, d'une voix que je ne me connaissais pas, « Joyeux Noël, Maxime ». Puis je suis sortie de la salle à manger. Je suis montée dans ma chambre. Et j'ai fermé la porte. En bas, j'entendais des voix étouffées, des pleurs, des excuses confuses. Mais je ne suis pas redescendue. Je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé mes mains qui tremblaient encore. Et c'est là, dans le silence de cette nuit de Noël, que j'ai compris quelque chose d'irréversible. Parfois, on donne tellement qu'on finit par disparaître. On devient invisible. On devient un meuble. Une chaise qu'on peut déplacer. Un compte bancaire qu'on peut vider. Et un jour, on tombe. Non pas parce qu'on a glissé, mais parce que quelqu'un nous a poussés. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pris une décision. Une décision qui allait tout changer. Mais je ne pouvais pas encore savoir à quel point. Vous savez, parfois on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Ceux qu'on a nourris, élevés, aimés de toutes nos forces. Et vous? Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez plus que tout? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Parce qu'ici, entre nous, nous ne sommes pas seuls. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
J'ai regardé le plafond de ma chambre pendant des heures, en écoutant les bruits de la maison. Les portes qui se fermaient, les voitures qui partaient, le silence qui revenait, lourd et épais. Et dans ce silence, j'ai commencé à comprendre comment j'en étais arrivé là. Il faut que je vous raconte quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quand Maxime est né, le 18 juin 1988, j'avais 26 ans. J'étais jeune, j'étais heureuse. J'étais mariée à un homme bon, Julien Perrault, qui travaillait comme ingénieur dans une entreprise de construction. Nous habitions un petit appartement à Levallois-Perret. 2 pièces, au 3e étage, avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Ce n'était pas grand, mais c'était à nous. Julien rentrait le soir en sifflotant. Il posait sa sacoche dans l'entrée, enlevait ses chaussures et venait m'embrasser dans la cuisine. Il sentait le café et l'eau de Cologne. Il avait des mains fortes et douces à la fois. Nous étions heureux. Maxime est arrivé comme un miracle. Je me souviens de son premier cri à la maternité, de ses yeux noirs qui cherchèrent les miens, de ses petits doigts qui se refermaient sur mon pouce avec une force incroyable. Julien pleurait de joie. « Maëlle, regarde ce qu'on a fait. » Et moi, épuisée, heureuse, je regardais cet enfant et je me disais « Plus rien ne sera jamais pareil. » J'avais raison, mais pas de la façon dont je l'imaginais. Les premières années avec Maxime ont été merveilleuses. Il était un bébé facile. Il riait beaucoup. Il aimait qu'on lui chante des berceuses. Il aimait les promenades au parc, les canards sur le bassin, les ballons rouges qu'on achetait le dimanche. Julien était un père attentif. Il changeait les couches. Il donnait le biberon. Il se levait la nuit quand Maxime pleurait. Nous formions une équipe, une vraie famille. Mais le 5 novembre 1995, tout s'est arrêté. Maxime avait 7 ans. C'était un mercredi après-midi. Julien revenait d'un chantier à Nanterre. Il pleuvait. La route était glissante. Un camion a grillé un feu rouge. Julien n'a rien pu faire. On m'a appelé à 17h20. Une voix professionnelle, détachée, qui m'a dit des mots que je ne comprenais pas. Accident. Hôpital. Gravité. Je suis partie en courant. J'ai laissé Maxime chez ma voisine, Madame Dubois. Je lui ai dit que je revenais vite. Mais je ne savais pas encore que plus rien ne serait jamais rapide. Julien est mort à 19h32. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il était déjà parti. Son visage était paisible, ses mains encore tièdes. J'ai posé ma tête sur sa poitrine et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. On m'a donné un sac en plastique avec ses affaires, sa montre, son portefeuille, son alliance, et puis on m'a renvoyée chez moi, seule. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que son père ne reviendra plus? Comment lui dire que les histoires du soir, les parties de ballon, les promenades à vélo, tout ça, c'est fini? Maxime ne comprenait pas. Il m'a demandé, le soir de l'enterrement, en mettant son pyjama, « Maman, papa revient demain ?» Et j'ai dû lui dire non. Non, papa ne revient pas demain, ni après-demain. Jamais. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Je devais travailler, payer le loyer, nourrir Maxime, l'habiller, le consoler, sécher ses larmes et sécher les miennes, en silence, quand il dormait. J'ai pris un poste de secrétaire administrative dans une école primaire. Ce n'était pas bien payé, mais les horaires me permettaient d'être là quand Maxime sortait de classe. Je faisais attention à tout, aux dépenses, aux économies, aux factures qui s'accumulaient. Nous avons déménagé dans un appartement plus petit, une seule chambre. Maxime dormait dans un lit gigogne dans le salon. Moi, je dormais sur un canapé-lit que je repliais chaque matin. Mais je ne me plaignais pas. Je voulais que Maxime ait une enfance normale, qu'il ne sente pas le poids de notre précarité. Alors je souriais. Je cuisinais ses plats préférés. Je l'aidais avec ses devoirs. Je l'emmenais au cinéma une fois par mois, même si cela voulait dire que je devais sauter un repas. Maxime était un enfant intelligent, curieux, sensible aussi. Trop sensible peut-être. Après la mort de son père, il est devenu très attaché à moi. Il avait peur que je parte aussi. Il vérifiait souvent que j'étais là. Il me suivait d'une pièce à l'autre. Il m'appelait 10 fois dans la journée quand il était chez un ami. « Maman, tu vas bien? Tu es où? »« Je suis là, mon chéri. Je suis toujours là. » Et c'était vrai. J'étais toujours là. Quand Maxime a eu 10 ans, j'ai hérité de la maison de mes parents. Une maison en pierre dans le 15e arrondissement de Paris, avec un petit jardin à l'arrière et 3 chambres à l'étage. Mes parents étaient décédés à quelques mois d'intervalle. Mon père d'un cancer, ma mère de chagrin, je crois.
Cette maison était tout ce qu'il m'avait laissé, et elle est devenue notre refuge. Nous avons emménagé en septembre 1998. Maxime avait 10 ans. Il était fou de joie. « Maman, regarde, j'ai une vraie chambre, avec une fenêtre. » Il a choisi la chambre qui donnait sur le jardin, celle avec les volets bleus et le parquet qui craquait. J'ai accroché des rideaux jaunes. J'ai installé son lit, son bureau, ses livres. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie en sécurité. Nous avions un toit, un endroit à nous, un chez nous. Les années ont passé. Maxime a grandi. Il est devenu un adolescent, puis un jeune homme. Il a fait ses études au lycée Henri IV, puis à l'école de commerce ESSEC grâce à une bourse et à mes économies. J'avais tout mis de côté pour ça, chaque centime, parce que je voulais qu'il réussisse. Je voulais qu'il ait ce que son père n'avait pas pu lui donner. Mais quelque chose a changé quand il est entré dans le monde du travail. Maxime avait 23 ans. Il a été embauché dans une agence de communication à Paris. Un bon poste, un salaire correct, de belles perspectives. Mais il n'était pas heureux. Il se plaignait de son patron, de ses collègues, du rythme, de la pression. Au bout de 2 ans, il a démissionné. « Maman, je ne peux pas rester là. Je veux créer ma propre entreprise, faire les choses à ma manière. J'ai eu peur, mais je ne l'ai pas montré. Si c'est ce que tu veux, mon chéri, alors fais-le. » Et je l'ai soutenu. Il a lancé son entreprise en 2013. Maxime avait 25 ans. Une petite société de conseil en communication. Il avait 2 associés. Un bureau partagé dans le 11e arrondissement. Des clients par-ci, par-là. Au début, ça marchait. Pas formidablement, mais ça marchait. Puis l'un des associés est parti, puis l'autre. Les clients se sont raréfiés. Les factures se sont accumulées. Maxime est venu me voir un soir de février 2015. Il avait les traits tirés, les yeux rouges. « Maman, je suis dans une impasse. J'ai des dettes. Je ne sais plus quoi faire. » Mon cœur s'est serré. « Et combien ? 20 000 euros. 20 000 euros. C'était une somme énorme pour moi. Mais c'était mon fils. J'ai ouvert un plan d'épargne que j'avais constitué pendant des années. J'ai retiré l'argent. Je le lui ai donné. « Maxime, c'est un prêt. Tu me rembourseras quand tu pourras. » Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Merci, maman. Je te promets que je vais m'en sortir. » Mais il ne s'en est jamais vraiment sorti. Les mois ont passé. Puis les années. Maxime essayait. Vraiment. Il cherchait des contrats. Il faisait des devis. Mais rien ne marchait vraiment. Et moi, je continuais à l'aider. D'abord 500 euros par mois. Puis 1000. Puis 2000. En 2019, quand il a emménagé dans un appartement plus grand à Boulogne-Billancourt, je lui donnais 3000 euros par mois. 3000 euros. Pour son loyer, ses charges, ses crédits, sa vie, je ne me plaignais pas. Je travaillais encore à l'époque. J'ai pris ma retraite en 2021, à 59 ans. Mon salaire suffisait à peine, mais ma retraite était correcte, et j'avais la maison. Je me disais que c'était temporaire, que Maxime allait finir par se stabiliser, par trouver sa voie. Je me disais que c'était normal d'aider son enfant, que c'était ça, être une mère. Puis Chloé est arrivée. C'était en mai 2021. Maxime avait 33 ans. Il me l'a présentée un dimanche, lors d'un déjeuner à la maison. Elle portait une robe blanche, légère, des sandales dorées, un sac Chanel. Elle avait les cheveux châtains coupés au carré, un sourire poli. « Maman, je te présente Chloé. » Elle m'a tendu la main. « Enchantée, Madame Perrault. » J'ai souri, j'ai serré sa main, j'ai servi le déjeuner. Mais dès ce premier jour, j'ai senti quelque chose. Une distance. Une froideur polie. Chloé venait d'un autre monde. Elle avait grandi dans le 16e arrondissement. Son père était avocat d'affaires, sa mère décoratrice d'intérieur. Ils avaient une résidence secondaire à Deauville, une autre dans les Alpes. Elle avait fait Sciences Po. Elle travaillait dans une maison de couture prestigieuse. Elle était habituée au luxe, aux restaurants étoilés, aux week-ends à l'étranger. Et Maxime n'avait rien de tout ça. Je voyais bien qu'il faisait des efforts pour elle, qu'il essayait de paraître plus stable qu'il ne l'était, qu'il cachait ses difficultés financières. Mais Chloé n'était pas dupe. Je l'ai entendue un jour lui dire d'une voix douce mais ferme « Maxime, il faut que tu te reprennes. On ne peut pas continuer comme ça. » Elle ne savait pas que c'était moi qui payais. Elle ne savait pas que sans mes 3000 euros mensuels, Maxime n'aurait même pas pu payer son loyer.
Ils se sont mariés en juin 2022. Un petit mariage à la mairie de Boulogne-Billancourt. Une vingtaine d'invités. Un déjeuner dans un restaurant du bord de Seine. J'ai offert 5 000 € pour les aider. Chloé m'a remercié. Mais son regard disait « C'est tout ?» Après le mariage, les choses ont changé encore plus vite. Maxime m'appelait de moins en moins. Nos déjeuners du dimanche se sont espacés. Une fois par mois, puis tous les 2 mois. Et quand je les invitais, Chloé trouvait toujours une excuse. « Désolée, Maëlle, on a un brunch avec mes parents. On part à Deauville ce week-end. J'ai une exposition à voir absolument. » Mais les 3 000 € continuaient à partir. Chaque mois, sans faute. En 2023, j'ai commencé à me sentir invisible. Maxime ne me demandait plus comment j'allais. Il ne me racontait plus sa vie. Il ne venait plus prendre le café. Il m'appelait seulement quand il avait besoin de quelque chose. Un problème de voiture. Une facture imprévue. Un retard de paiement. Et moi, comme toujours, je réglais. Parce que c'était mon fils. Parce que je l'aimais. Parce que je croyais que l'amour suffisait. Cette nuit du 24 décembre 2023, allongée dans mon lit, j'ai repensé à tout ça. À ces 35 ans passés à donner. À protéger, à porter. J'ai pensé à Julien. À ce qu'il aurait dit s'il avait vu ça. J'ai pensé à la nappe blanche, brodée par ma mère. À cette place en bout de table. À cette chaise qu'on m'avait arrachée. À ce fils qui m'avait poussé. Et c'est là, dans le silence de cette nuit, que j'ai compris quelque chose. Quelque chose de terrible et de libérateur à la fois. On peut aimer quelqu'un de toutes ses forces et le perdre quand même. Non pas parce qu'il meurt, mais parce qu'il disparaît dans l'ingratitude. J'ai regardé le réveil sur ma table de nuit. 3 heures du matin. En bas, la maison était silencieuse. Tout le monde était parti. Je me suis levée. J'ai enfilé ma robe de chambre. Je suis descendue dans le salon. Les bougies sur la table étaient éteintes. Les assiettes étaient encore là, intactes. Personne n'avait mangé. La nappe blanche était froissée. Il y avait une trace au sol, là où j'étais tombée. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je m'asseyais autrefois pour bercer Maxime quand il était bébé. Et j'ai pris une décision calme, lucide, irréversible. Demain, tout changerait. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où vous êtes, vous qui m'écoutez ce soir. Vous qui comprenez peut-être ce que j'ai ressenti. Il y a des moments dans une vie où l'on regarde en arrière et l'on se dit « Comment ai-je pu ne pas voir ?» Des signes, des mots, des silences. Tout était là, depuis le début. Mais j'avais choisi de fermer les yeux. Le 25 décembre 2023, je me suis réveillée à 6 heures du matin. Mon corps me faisait mal. Mon genou était enflé. Mon épaule aussi. Mais ce n'était rien comparé à la douleur que je ressentais à l'intérieur. Je suis descendue dans la cuisine. J'ai fait du café. Je me suis assise à la table, celle où j'avais préparé tant de petits déjeuners pour Maxime quand il était enfant. Et j'ai commencé à réfléchir. Quand exactement avais-je commencé à disparaître aux yeux de mon fils? Quand avais-je cessé d'être une mère pour devenir, quoi? Un distributeur automatique? Une solution à tous ces problèmes? J'ai repensé aux dernières années, aux derniers mois, et j'ai réalisé que les signes étaient là depuis longtemps. Le premier signe remonte à l'été 2021. Maxime venait de rencontrer Chloé. Ils sortaient ensemble depuis 2 mois. Il était amoureux, je le voyais bien. Il souriait plus. Il parlait d'elle sans arrêt. Un dimanche de juillet, je les avais invités à déjeuner. J'avais préparé une blanquette de veau, le plat préféré de Maxime depuis toujours. Chloé était arrivée avec un bouquet de fleurs, des roses blanches, très élégantes. « Merci de nous recevoir, Madame Perrault. Appelez-moi Maëlle, je vous en prie. » Elle avait souri poliment. Mais elle ne m'avait jamais appelée Maëlle. Toujours Madame Perrault, comme si elle voulait maintenir une distance, une barrière invisible entre nous. Pendant le repas, nous avions parlé de tout et de rien. De son travail dans la mode, de ses voyages, de ses parents. À un moment, j'avais demandé « Et vous, Chloé, vous comptez habiter où quand vous vous installerez ensemble ?» Maxime avait toussé. Chloé avait posé sa fourchette. « Eh bien, j'aimerais qu'on trouve quelque chose dans le 16e. Ou à Neuilly. Un quartier agréable. » J'avais souri. C'est une bonne idée. Mais vous savez, Maxime habite déjà à Boulogne. C'est un bel appartement. Chloé avait eu un petit rire. Oui, mais disons que ce n'est pas tout à fait ce que j'imagine pour nous. Maxime n'avait rien dit. Il avait baissé les yeux, comme s'il avait honte. Après ce déjeuner, j'avais senti quelque chose changer.
Maxime m'appelait moins. Et quand il m'appelait, c'était souvent pour me demander quelque chose. « Maman, tu peux me prêter 500 €? J'ai une facture imprévue. »« Maman, ma voiture est en panne. Tu peux m'aider? »« Maman, j'ai un découvert bancaire. Tu peux virer 1 000 €? » Et moi, à chaque fois, je disais oui, parce que c'était mon fils, parce que je ne voulais pas qu'il se sente jugé, parce que je croyais que c'était temporaire. Le deuxième signe est arrivé en décembre 2021. C'était mon anniversaire, le 10 décembre. J'avais 59 ans. J'avais invité Maxime et Chloé à dîner. Rien de compliqué. Juste un moment ensemble. Une soirée tranquille. Maxime avait accepté. Mais à 18 h, il m'avait envoyé un message. « Désolé maman, on ne peut pas venir. Chloé a un dîner de travail important. Je t'appelle demain. Joyeux anniversaire. » Pas d'appel, pas de fleurs, pas de cartes, rien. J'avais passé mon anniversaire seul, avec une tarte aux pommes que j'avais faite moi-même et que personne n'avait mangée. Le troisième signe est venu en mars 2022. Maxime et Chloé préparaient leur mariage. Un petit mariage, m'avait-il dit. Simple, intime. Un soir, il était passé à la maison. Seul. Nous avions bu du thé dans le salon. Il avait l'air nerveux. « Maman, il faut qu'on parle. »« Oui, mon chéri. Pour le mariage, Chloé aimerait qu'on limite le nombre d'invités. Tu comprends? C'est compliqué d'organiser quelque chose de grand. »« Bien sûr. Combien de personnes? »« Une vingtaine. »« D'accord. Tu veux que j'invite qui? Antoine? Émilie ?» Il avait hésité. « En fait, Chloé pense que ce serait mieux si on invitait seulement la famille proche. Vraiment proche. » J'avais senti mon cœur se serrer. « Maxime, Antoine est ton oncle. Émilie est ta marraine. Ils t'ont vu grandir. Je sais, maman. Mais on veut quelque chose de vraiment intime. » J'avais compris. Intime voulait dire la famille de Chloé, pas la mienne. Le mariage a eu lieu le 4 juin 2022. 23 invités, 18 du côté de Chloé, 5 du mien, moi, mon frère Antoine, ma belle-sœur Émilie, et 2 cousins éloignés que je voyais une fois tous les 10 ans. Pendant la cérémonie, j'étais assise au 2e rang. La mère de Chloé était au 1er. Pendant le déjeuner, j'étais à une table près de la fenêtre. Les parents de Chloé étaient à la table d'honneur, avec Maxime et elle. J'ai souri, j'ai applaudi, j'ai bu du champagne. Mais à l'intérieur, je me sentais effacée, comme si j'étais une invitée parmi d'autres, pas la mère du marié. Juste quelqu'un qu'on avait oublié de vraiment inviter. Après le mariage, les choses se sont encore dégradées. Maxime ne m'appelait presque plus. Nos déjeuners du dimanche ont complètement disparu. Quand je proposais de les voir, il trouvait toujours une excuse. « Désolé, maman. On a un week-end prévu avec les parents de Chloé. On est débordés cette semaine. Chloé n'est pas très en forme, on reste à la maison. » Mais les 3 000 € continuaient à partir. Chaque mois. Le 1er du mois. Comme une horloge. En septembre 2022, j'ai essayé d'en parler avec lui. Je l'avais appelé un soir. Il avait décroché. Distrait. Pressé. « Oui, maman. Maxime, j'aimerais qu'on se voie. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. »« Je sais, maman. Mais c'est compliqué en ce moment. »« Compliqué comment ?» Il avait soupiré. « Écoute, je suis fatigué. On en parle une autre fois, d'accord ? » « Maxime, Maman, s'il te plaît. Pas ce soir. » Et il avait raccroché. Ce soir-là, j'ai pleuré. Pas à cause des mots, mais à cause du ton. Ce ton distant, agacé. Comme si j'étais un fardeau. Comme si j'étais devenue encombrante. Le 4e signe est arrivé en novembre 2023. J'avais appelé Maxime pour lui proposer de venir déjeuner le dimanche suivant. Il avait hésité. « En fait, maman, Chloé pense qu'on devrait espacer un peu les visites. On a besoin de temps pour nous. » J'avais figé. « Du temps pour vous ? » ?»« Oui. Tu comprends, on est jeunes mariés. On veut construire notre vie. »« Maxime, je ne te demande pas de venir tous les jours. Juste de temps en temps. »« Je sais, maman. Mais Chloé trouve que, enfin, que tu es un peu envahissante. » Ce mot, envahissante. Moi, qui lui donnais 3 000 € par mois, qu'il avait élevé seul, qui avait tout sacrifié pour lui. Envahissante. J'avais raccroché sans rien dire. J'avais posé le téléphone sur la table, j'avais regardé par la fenêtre. Et pour la première fois, j'avais pensé, peut-être que je me trompe depuis le début. Peut-être que donner n'est pas aimer. Peut-être que protéger n'est pas respecter. Peut-être que j'ai créé un homme qui ne sait plus dire merci. Mais je n'avais rien changé.
J'avais continué à envoyer les 3000 euros, parce que je ne savais pas faire autrement, parce que j'avais peur qu'ils disparaissent complètement si je retirais mon aide, peur de perdre le seul lien qui me restait avec lui. Et puis est arrivé ce mois de décembre 2023. J'avais insisté pour qu'il vienne passer Noël avec moi. Maxime avait fini par accepter, à contre-cœur. « D'accord, maman, mais juste pour le dîner. On ne dort pas là. »« Bien sûr, mon chéri. Juste le dîner. » J'étais tellement heureuse. Enfin, j'allais revoir mon fils. Enfin, nous allions passer un moment ensemble. Un vrai moment. J'avais tout préparé avec soin. La nappe blanche, les bougies, le chapon, la bûche. J'avais même acheté des cadeaux. Un pull en cachemire pour Maxime. Un foulard Hermès pour Chloé. Je voulais que ce Noël soit parfait. Je voulais qu'ils se sentent aimés. Mais ce soir-là, quand ils sont arrivés en retard, j'ai vu dans leurs yeux qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Chloé regardait son téléphone toutes les 5 minutes. Maxime parlait peu, il était ailleurs. Et quand elle m'a demandé de changer de place à table, j'ai compris. J'ai compris que je n'étais plus leur priorité. Que je n'étais plus importante. Cette nuit du 24 au 25 décembre, assise dans mon lit, avec mon genou enflé et mon cœur brisé, j'ai repensé à tous ces signes, à tous ces moments où j'aurais dû dire non, où j'aurais dû poser des limites, où j'aurais dû exiger du respect. Mais je ne l'avais pas fait, parce que j'avais cru que l'amour d'une mère devait être inconditionnel, que donner était la seule façon de garder mon fils près de moi. Mais cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. L'amour inconditionnel ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Cela ne veut pas dire s'effacer. Cela ne veut pas dire disparaître. J'ai regardé l'heure. 6h30 du matin. Dehors, le jour se levait lentement. Le ciel était gris. Il avait plu pendant la nuit. Je suis descendue dans le salon. J'ai ouvert le tiroir du secrétaire où je rangeais mes papiers importants. J'ai sorti mon testament, mon carnet de chèques, mes relevés bancaires. Et j'ai pris 3 décisions. 3 décisions qui allaient tout changer. Mais je ne pouvais pas encore savoir à quel point. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Si vous étiez à ma place, ce matin-là, qu'auriez-vous décidé? Dites-le moi en commentaire. J'ai besoin de savoir si j'ai eu raison. Il y a des matins où l'on se réveille différente. Pas parce que quelque chose a changé dehors, mais parce que quelque chose s'est brisé dedans. Et qu'à la place du vide, une clarté nouvelle apparaît. Ce matin du 25 décembre 2023, j'étais devenue une autre femme. Pas une femme en colère. Pas une femme qui cherchait à se venger. Non. Une femme qui avait simplement compris. Compris que donner sans limite, c'est disparaître. Compris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Compris qu'il était temps de choisir moi. J'étais assise dans le salon, mes papiers étalés sur la table basse, mon testament. Rédigé en 2018, quand j'avais pris ma retraite anticipée pour raison de santé, une fatigue chronique que les médecins n'arrivaient pas vraiment à expliquer, mais que je savais venir de tant d'années passées à porter seul le poids de tout. Dans ce testament, je léguais tout à Maxime. La maison, mes économies, mon assurance vie, tout. Parce qu'il était mon fils unique, parce que je pensais que c'était normal, parce que je n'imaginais pas d'autre héritier. J'ai relu les pages lentement. Je sous-signais Maël Perrault, né le 10 décembre 1962 à Paris, lègue l'intégralité de mes biens à mon fils unique, Maxime Perrault. Ces mots me semblaient appartenir à une autre vie, à une autre femme, une femme qui croyait encore que son fils la respectait. J'ai posé le document sur la table, puis j'ai ouvert mon carnet de chèques. J'ai regardé les souches des derniers mois. 1er octobre 2023, 3000 euros, virement à Maxime Perrault. 1er novembre 2023, 3000 euros, virement à Maxime Perrault 1er, décembre 2023, 3000 euros, virement à Maxime Perrault, 3000 euros. Chaque mois, pendant 4 ans, 144 000 euros. 144 000 euros que j'avais donnés pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse payer son loyer dans un appartement que Chloé trouvait pas tout à fait ce qu'elle imaginait, pour qu'il puisse l'emmener au restaurant, pour qu'il puisse exister aux yeux d'une femme qui me regardait comme si j'étais encombrante. J'ai fermé le carnet, j'ai respiré profondément et j'ai pris mes 3 décisions. Première décision, je n'enverrai plus un seul centime. C'était clair, net, sans appel. À partir du 1er janvier 2024, dans 6 jours, les virements s'arrêteraient.
Je ne lui devais pas d'explication. Je ne lui devais rien, en réalité. Il avait 35 ans. Il était marié. Il avait fait des études. Il avait eu toutes les chances. S'il n'arrivait pas à vivre sans mon aide, c'était son problème, plus le mien. Je me suis levé. Je suis allé dans mon bureau à l'étage. Une petite pièce que j'avais aménagée après mon départ à la retraite, avec un vieux secrétaire en bois, une lampe verte, des étagères pleines de livres. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai accédé à mon compte bancaire en ligne. Et j'ai supprimé le virement automatique programmé chaque 1er du mois. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce virement récurrent? J'ai cliqué sur oui. C'était fait. Je suis resté là, devant l'écran, pendant un long moment. Mon cœur battait vite. Mes mains tremblaient un peu. Mais au fond de moi, je ressentais quelque chose d'étrange. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Du soulagement. Deuxième décision. Je modifierais mon testament. Maxime ne serait plus mon héritier unique. Oh, je ne le déshéritais pas complètement. Je n'étais pas cruel, mais je ne pouvais pas lui laisser tout. Pas après ce qu'il avait fait. Pas après m'avoir poussé. Pas après m'avoir humilié devant toute ma famille. J'ai réfléchi longtemps à qui léguer mes biens. Mon frère Antoine? Ma belle-sœur Émilie? Non. Ils avaient leur propre vie, leurs propres enfants. Ils n'avaient pas besoin de moi. Et puis, soudain, j'ai pensé à quelque chose, à quelqu'un. Il y a une association à Paris, les Maisons de Claire, une association qui aide les femmes seules avec enfants, les veuves, les mères abandonnées, celles qui doivent tout faire seules, comme moi autrefois. J'avais découvert cette association il y a quelques années en lisant un article dans Le Figaro. J'avais été touchée par leur travail, par leur engagement. J'avais même fait un don ponctuel, 1 000 €, une seule fois. Mais ce matin-là, j'ai su que c'était là que je voulais que mon argent aille. Pas à un fils qui ne me respectait plus, mais à des femmes qui comprendraient ce que signifie se battre, survivre, donner sans compter. J'ai décidé que je lèguerais 50% de mes biens à cette association, et 50% à Maxime. Juste assez pour qu'il sache que je pensais encore à lui, mais pas assez pour qu'il oublie ce qu'il avait fait. Je prendrai rendez-vous avec mon notaire dès la semaine suivante, maître Dubois, un homme sérieux et discret, qui s'occupait de mes affaires depuis des années. Je lui expliquerai ma décision, il rédigerait un nouveau testament, et ce serait réglé. Troisième décision, je vendrai la maison et je partirai. Cette décision-là était la plus difficile. Cette maison, c'était tout pour moi. C'était la maison de mes parents. C'était là que j'avais élevé Maxime. C'était là que j'avais vécu mes joies, mes peines, mes espoirs. Chaque mur racontait une histoire, chaque pièce portait un souvenir. Mais je savais que si je restais, je ne pourrais jamais tourner la page. Je verrais Maxime revenir, peut-être, pour s'excuser, ou pour demander de l'aide, ou pour me reprocher mes décisions. Et je risquais de céder, de revenir en arrière, de redevenir cette femme qui se laisse piétiner par amour. Non, il fallait que je parte, que je commence une nouvelle vie, ailleurs. Loin de Paris, loin de cette maison, loin de ces souvenirs qui me retenaient prisonnière. J'ai pensé au sud de la France. J'avais toujours aimé le sud. La lumière, la mer, la douceur de vivre. Quand j'étais jeune, avec Julien, nous avions passé quelques semaines à Nice. C'était en 1985, l'été, avant notre mariage. Nous logions dans un petit hôtel près de la promenade des Anglais. Nous nous promenions sur la plage. Nous mangions des glaces en regardant le coucher de soleil. Julien me disait, un jour, on viendra vivre ici, quand on sera vieux. Nous avions ri, parce que nous étions jeunes, parce que nous pensions avoir tout le temps, mais il n'avait jamais vieilli. Et moi, j'avais vieilli seul. Ce matin-là, j'ai décidé que j'irais vivre à Nice. Pas pour Julien, pas pour le passé, mais pour moi. Pour cette femme de 61 ans qui méritait de vivre enfin pour elle-même. Je vendrais la maison, je chargerais un avocat ou une agence immobilière de s'en occuper. Je ne voulais pas gérer les visites, les négociations, les paperasses. Je voulais juste partir. Partir et ne plus jamais revenir. J'ai refermé l'ordinateur. J'ai rangé les papiers. J'ai replié la nappe blanche, cette nappe brodée par ma mère, cette nappe qui avait vu ma chute, et je l'ai mise dans un tiroir. Je ne voulais plus la voir. Elle appartenait à un passé que je devais laisser derrière moi. Il était 8 heures du matin. Dehors, le jour s'était levé complètement. Le ciel était encore gris, mais il ne pleuvait plus. J'ai entendu un bruit de moteur, une voiture qui se garait devant la maison, puis des pas, rapides,
nerveux, puis la sonnette, ding, ding, ding. 3 coups. Insistant, je suis allé à la fenêtre du salon. J'ai écarté légèrement le rideau. C'était Maxime, seul. Il portait encore les mêmes vêtements que la veille. Le pull gris perle, le jean sombre. Il avait l'air fatigué, les cheveux en désordre, le visage défait. Il a sonné à nouveau. Ding, ding, ding. Puis il a frappé à la porte. « Maman, maman, ouvre! Il faut que je te parle. » Je suis resté immobile derrière le rideau. Mon cœur battait fort, mais je ne bougeais pas. Je savais qu'il venait s'excuser, ou peut-être pas s'excuser vraiment, peut-être juste arranger les choses, lisser, faire comme si rien ne s'était passé, comme il avait toujours fait, mais cette fois, je ne céderai pas. Cette fois, je ne lui ouvrirai pas, parce que mes décisions étaient prises et qu'il était trop tard pour revenir en arrière. « Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, ouvre !» Sa voix était suppliante, presque désespérée. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à toutes ces années, à toutes ces fois où j'avais ouvert, à toutes ces fois où j'avais pardonné, à toutes ces fois où j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. Puis j'ai lâché le rideau. Je me suis éloigné de la fenêtre. Je suis monté dans ma chambre. Et j'ai attendu. Maxime a sonné encore plusieurs fois. Il a frappé. Il a crié. Puis, au bout d'un long moment, j'ai entendu la voiture repartir. Le silence est revenu. Je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient plus. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Un petit sourire triste, mais un sourire quand même. Parce que j'avais compris quelque chose. Fermer une porte à quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas de la cruauté. C'est du courage. C'est se respecter enfin. Le lendemain, le 26 décembre 2023, j'ai appelé Maître Dubois. « Bonjour maître, je voudrais prendre rendez-vous. J'ai un testament à modifier. »« Bien sûr, Madame Perrault. »« Quand souhaitez-vous venir ?»« Le plus tôt possible. » Il a consulté son agenda. « Je peux vous recevoir le 28 décembre à 14 heures. »« Parfait. Je serai là. » Puis j'ai appelé une agence immobilière dans le 15e arrondissement. « Bonjour, je souhaite mettre ma maison en vente. »« Bien sûr, madame. Quand pouvons-nous passer pour l'estimer ?»« Dès que possible. Je voudrais que cela se fasse rapidement. Nous pouvons venir demain matin, si vous êtes disponible. »« Parfait. » Puis j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché des appartements à Nice, des petits appartements avec vue sur la mer, des endroits où je pourrais recommencer, où je pourrais respirer. J'en ai trouvé plusieurs. J'ai noté les références, j'ai pris des captures d'écran, et j'ai commencé à imaginer ma nouvelle vie. Ce soir-là, je me suis couché tôt, je me suis glissé sous les couvertures, j'ai éteint la lumière, et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans angoisse, sans téléphone qui sonne au milieu de la nuit. Juste le silence, le vrai silence, celui de la paix intérieure. Vous savez, il y a des moments dans une vie où l'on doit choisir entre être aimé et être respecté. Et ce matin-là, j'ai choisi le respect, même si cela voulait dire perdre mon fils. Il y a une différence entre décider et agir. Décider, c'est un instant, un éclair de lucidité dans l'obscurité. Mais agir, c'est tout un chemin. Un chemin où chaque pas demande du courage. Le 27 décembre 2023, à 10 heures du matin, 2 agents immobiliers sont venus visiter ma maison. Une femme d'une 40aine d'années, élégante, avec un tailleur noir et un carnet à spirale. Et un jeune homme, la trentaine, avec une tablette tactile et un mètre laser. « Bonjour Madame Perrault, je suis Madame Arnaud, et voici mon collègue, Monsieur Tessier. »« Bonjour, entrez, je vous en prie. » Ils ont parcouru la maison pièce par pièce. Le salon avec ses hauts plafonds et sa cheminée en marbre, la salle à manger où j'avais été poussé 2 jours plus tôt, la cuisine avec ses placards en bois massif, les 3 chambres à l'étage, le petit jardin à l'arrière, avec son cerisier centenaire et ses rosiers que ma mère avait plantés il y a 40 ans. Madame Arnaud prenait des notes, Monsieur Tessier prenait des photos et des mesures. C'est une très belle propriété, Madame Perrault. Bien entretenue, bien située, le 15e arrondissement est très recherché. Merci. Vous avez une idée du prix que vous souhaitez en obtenir ? J'ai hésité. Je n'avais jamais vendu de maison. Je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Faites-moi votre meilleure estimation. Madame Arnaud a consulté sa tablette. Elle a fait quelques calculs rapides. D'après les prix du marché actuel et les caractéristiques de votre bien, je dirais
entre 900 000 et 1 million d'euros. 1 million d'euros. Cette maison que mes parents avaient achetée en 1965 pour presque rien valait aujourd'hui 1 million d'euros. Cela vous semble correct? A demandé Madame Arnaud. Oui, c'est correct. Parfait. Nous allons préparer un mandat de vente. Vous pourrez le signer dans les prochains jours. Ensuite, nous mettrons la maison sur le marché et organiserons les visites. Combien de temps cela prendra-t-il? Pour une propriété comme celle-ci, dans ce quartier, je dirais entre 3 et 6 mois. Peut-être moins si nous trouvons rapidement un acheteur sérieux. 3 à 6 mois. Cela me laissait le temps de préparer mon départ, de trier mes affaires, de faire mes adieux à cette vie. Après leur départ, je me suis assise dans le salon. J'ai regardé autour de moi, les meubles que je connaissais par cœur. Le canapé où Maxime faisait ses devoirs quand il était enfant, le fauteuil où Julien lisait le journal le dimanche matin, la bibliothèque remplie de livres que personne ne lisait plus. Tout cela allait disparaître, et étrangement, je ne ressentais ni tristesse ni regret, juste du soulagement. Le lendemain, le 28 décembre à 14 heures précises, j'étais dans le bureau de Maître Dubois. Son étude se trouvait rue de Vaugirard, dans un vieil immeuble haussmannien. Un escalier en bois ciré, des portes hautes, des moulures au plafond. Maître Dubois était un homme d'une 60aine d'années, petit, avec des lunettes rondes et une voix posée. Il gérait les affaires de ma famille depuis plus de 30 ans. « Bonjour, Madame Perrault. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise face à son bureau massif en acajou, couvert de dossiers et de parapheurs. « Alors, vous souhaitez modifier votre testament ? » ?»« Oui. »« Puis-je connaître la raison de cette modification ?» J'ai hésité un instant. Puis j'ai décidé d'être honnête. Des événements récents m'ont fait comprendre que je devais revoir mes dispositions. Il a hoché la tête, sans poser de questions supplémentaires. Un notaire discret sait quand ne pas insister. « Très bien. Quelles sont vos nouvelles volontés ?» Je lui ai expliqué calmement. 50% de mes biens à l'association Les Maisons de Clerc. 50% à Maxime. Maître Dubois a pris des notes. Il a levé les yeux vers moi. « Vous êtes certaine de cette décision, Madame Perrault? Votre fils est votre unique enfant. Traditionnellement, je suis certaine, maître. Il y avait quelque chose dans ma voix, quelque chose de définitif. Il l'a compris. Très bien. Je rédige le Nouveau Testament. Vous pourrez venir le signer la semaine prochaine. Disons, le 3 janvier 2024? Parfait. En sortant de l'étude, j'ai marché dans les rues de Paris. Il faisait froid. Le ciel était dégagé. Les vitrines des magasins étaient encore décorées pour Noël. Les gens marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux. Je me suis arrêtée devant une boulangerie. J'ai acheté une tartelette aux framboises. Je l'ai mangée dehors, debout sur le trottoir, en regardant les passants. Et j'ai souri, parce que pour la première fois depuis des années, je faisais quelque chose pour moi. Quelque chose de simple, de gratuit, de léger. En rentrant chez moi, j'ai trouvé 3 messages vocaux sur mon répondeur, tous de Maxime. Premier message, laissé le 26 décembre à 11 heures. « Maman, c'est moi. Écoute, je suis désolée pour hier soir. Vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Chloé et moi, on a eu une grosse dispute après. Il faut qu'on parle. Rappelle-moi s'il te plaît. » Deuxième message, laissé le 27 décembre à 15 heures. « Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Je suis passé hier matin, tu n'as pas ouvert. Je suis inquiet. Rappelle-moi. » Troisième message, laissé le 28 décembre à 18 heures. « Maman, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une erreur, mais on ne peut pas en rester là. Tu es ma mère. Rappelle-moi, on doit parler. » J'ai effacé les 3 messages, sans rappeler, sans répondre, parce que je n'avais rien à lui dire. Pas encore. Le 30 décembre, j'ai commencé à trier mes affaires. J'ai ouvert les placards, les tiroirs, les cartons entreposés au grenier depuis des années. Il y avait tellement de choses, tellement de souvenirs accumulés, des vêtements de Maxime enfant, ses cahiers d'école, ses dessins, ses bulletins scolaires, des photos de Julien et moi, de notre mariage, de nos vacances, de nos sourires d'avant, des lettres, des cartes postales, des objets sans valeur mais chargés d'histoire. J'ai fait 3 tas. Un tas pour ce que je garderai et emporterai à Nice. Un tas pour ce que je donnerai. Vêtements, livres, objets encore utilisables. Un tas pour ce que je jetterai. Le plus difficile, ce n'était pas de trier les objets. C'était de trier les émotions qui venaient avec. Chaque photo, chaque lettre, chaque petit pull d'enfant me ramenait en arrière, à des moments où j'étais heureuse, où Maxime me serrait dans ses bras.
où il me disait merci, maman, où il m'aimait vraiment. Mais je ne pouvais pas vivre dans le passé. Je devais avancer. Alors j'ai continué à trier, sans pleurer, sans m'arrêter. Le 31 décembre au soir, la veille du Nouvel An, j'ai reçu un appel. C'était Antoine, mon frère. Maëlle, c'est moi. Bonsoir Antoine. Je voulais prendre de tes nouvelles. Après ce qui s'est passé à Noël, je vais bien. Vraiment? Oui, vraiment. Il y a eu un silence, puis il a demandé « Maxime m'a appelé. Il est très inquiet. Il dit que tu ne réponds plus à ses appels, que tu ne veux pas lui parler. C'est exact. Maëlle, je sais que ce qu'il a fait est impardonnable, mais c'est quand même ton fils. Tu ne crois pas que... Antoine, je t'aime, mais s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Je veux juste que tu sois heureuse. Justement, c'est pour ça que j'ai pris mes décisions. Quelles décisions? J'ai hésité, puis j'ai décidé de lui dire, parce que c'était mon frère, parce qu'il avait toujours été là pour moi. Je vends la maison, je déménage à Nice, et je coupe toute aide financière à Maxime. Silence, long, pesant. Tu es sûr? Oui, c'est radical, Maëlle. C'est nécessaire. Il a soupiré. Si c'est ce dont tu as besoin, alors je te soutiens. Merci, Antoine. Mais promets-moi une chose. Quoi? Promets-moi que tu ne regretteras pas. Je ne regretterai pas. Nous avons parlé encore quelques minutes, de choses et d'autres, de ses enfants, de sa femme Émilie, de leurs projets pour le Nouvel An. Puis nous avons raccroché. Ce soir-là, le 31 décembre 2023, je suis restée seule chez moi. Je n'avais pas envie de fêter quoi que ce soit. Pas envie de sortir. Pas envie de faire semblant d'être joyeuse. J'ai préparé un repas simple. Une soupe de légumes, du pain, du fromage. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai mangé lentement, en écoutant le silence de la maison. À minuit, j'ai entendu les feux d'artifice au loin, les cris de joie, les klaxons des voitures. Toute la ville célébrait le passage à une nouvelle année. Et moi, j'étais là, dans ma cuisine, seule. Mais je ne me sentais pas seule. Je me sentais libre. Bonne année, Maëlle, me suis-je dit à moi-même. Bonne année à la femme que tu deviens. Le 1er janvier 2024, j'ai ouvert mon compte bancaire en ligne. Pas de virement automatique programmé. Pas de 3 000 € envoyés à Maxime. Le compte restait intact. C'était la première fois en 4 ans que cet argent restait chez moi. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Maxime. J'ai regardé l'écran. Son nom s'affichait. Son numéro clignotait. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis le répondeur s'est déclenché. « Maman, c'est moi. Écoute, je viens de vérifier mon compte. L'argent n'est pas arrivé. Je me dis qu'il y a peut-être eu un problème avec le virement. Est-ce que tu peux vérifier? Rappelle-moi dès que tu as ce message. C'est urgent. J'ai des factures à payer. » Pas d'excuses pour Noël. Pas de comment vas-tu. Pas de je m'inquiète pour toi. Juste, l'argent n'est pas arrivé. J'ai effacé le message et je n'ai pas rappelé. Le 3 janvier 2024, à 15 h, j'étais de retour dans l'étude de Maître Dubois. Il m'a tendu le Nouveau Testament. 5 pages, dactylographiées. Claires, précises, sans ambiguïté. Veuillez lire attentivement avant de signer, Madame Perrault. J'ai lu, lentement, chaque mot, chaque phrase. Je sous-signais Maëlle Perrault, née le 10 décembre 1962, lègue 50% de mes biens à l'association Les Maisons de Claire, et 50% à mon fils Maxime Perrault. C'était fait, noir sur blanc. J'ai signé. Maître Dubois a contresigné. Un témoin a apposé sa signature également. Le document a été officiellement enregistré. Voilà, Madame Perrault, vos nouvelles dispositions testamentaires sont en vigueur. Merci, maître. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Il y aura peut-être une procuration à établir pour la vente de ma maison. Je vous tiendrai informé. Très bien. En sortant de l'étude, j'ai senti comme un poids se soulever de mes épaules. C'était fait. Tout était en ordre. Mes décisions étaient prises, actées, irrévocables. Le soir même, j'ai reçu un nouveau message de Maxime. Mais cette fois, ce n'était pas un message vocal. C'était un SMS. Long. Désespéré. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. L'argent n'est toujours pas arrivé. J'ai essayé de t'appeler 10 fois. Tu ne décroches jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai eu un geste déplacé à Noël. Je suis désolée. Vraiment désolée. Mais on ne peut pas en rester là. Je suis ton fils.
Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. J'ai des dettes, des factures, j'ai besoin de cet argent. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai lu le message 3 fois. Et à chaque lecture, j'ai ressenti la même chose. De la colère. Pas contre lui. Contre moi-même. Contre cette femme que j'avais été pendant tant d'années. Cette femme qui avait accepté d'être réduite à un distributeur d'argent. Cette femme qui avait cru que donner sans limite créait de l'amour. J'ai répondu, brièvement, froidement. Maxime, les virements sont terminés. Définitivement. Tu as 35 ans. Il est temps que tu te prennes en charge. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, j'ai éteint mon téléphone. Vous savez, il arrive un moment où l'on doit choisir entre continuer à donner ou commencer à vivre. Et ce jour-là, j'ai choisi de vivre. Il y a des décisions qui déchaînent des tempêtes. Pas des tempêtes de vent ou de pluie, mais des tempêtes humaines. Celles qui révèlent qui les gens sont vraiment. Le 4 janvier 2024, à 7 heures du matin, on a sonné à ma porte, violemment, sans arrêt. Ding, 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 ding. Je dormais encore. Le bruit m'a fait sursauter. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je me suis levée, j'ai enfilé ma robe de chambre, j'ai descendu les escaliers prudemment. À travers le judas de la porte d'entrée, j'ai vu Maxime. Il était seul. Il avait l'air défait, les cheveux en bataille, le visage pâle, des cernes profonds sous les yeux. Il a sonné encore. Ding, ding, ding. Puis il a frappé. « Maman, ouvre! Je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. » J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Pendant un instant, j'ai hésité. C'était mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais porté, nourri, élevé. Mais ce n'était plus ce petit garçon. C'était un homme de 35 ans qui venait réclamer de l'argent. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Maxime a reculé d'un pas, surpris. « Maman, et qu'est-ce que tu veux, Maxime ?» Ma voix était froide, calme, sans émotion. Il a cligné des yeux, comme s'il ne me reconnaissait pas. « Maman, il faut qu'on parle. Pourquoi tu ne réponds plus à mes appels? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé l'argent ce mois-ci? Je t'ai répondu par SMS, les virements sont terminés. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. » Tu ne comprends pas? J'ai senti la colère monter en moi, une colère froide, maîtrisée. Maxime, tu m'as poussé, tu m'as fait tomber, devant toute la famille, le soir de Noël. Il a baissé les yeux. Je suis désolée, vraiment. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais stressée. Chloé était quoi? Elle voulait que sa mère ait cette place. Et moi, j'ai mal réagi. Tu as mal réagi. Je répétais ces mots, lentement, comme pour bien les entendre. Tu appelles ça mal réagir? Pousser sa mère de 61 ans au sol? Maman, je suis désolée. Combien de fois je dois te le dire? Ce n'est pas une question de combien de fois, Maxime. C'est une question de respect. Il a serré les poings. Il a pris une grande inspiration. D'accord, je respecte ça. Je comprends que tu sois en colère. Mais on peut en parler. On peut arranger les choses. Tu ne peux pas juste couper les ponts comme ça. Je ne coupe pas les ponts, je coupe l'argent. Ce n'est pas la même chose. Mais maman, j'ai besoin de cet argent. J'ai des factures, des dettes, mon loyer. Tu as 35 ans, Maxime. Tu es marié, il est temps que tu te débrouilles. Mais je ne peux pas comme ça, pas du jour au lendemain. Pourtant, c'est ce que tu vas devoir faire. Il y a eu un silence, long, tendu. Puis Maxime a changé de ton. Sa voix est devenue suppliante, presque enfantine. « Maman, s'il te plaît, je suis désolée. Vraiment, je te promets que je vais changer. Je vais être plus respectueux. Je vais venir te voir plus souvent. Mais tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Tu es ma mère. Justement, je suis ta mère, pas ton porte-monnaie. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. Tes actes le disent pour toi. » Il a reculé d'un pas. Il avait les larmes aux yeux. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Je peux. Et je le fais. Mais, et si je n'arrive pas à payer mon loyer? Et si je perds mon appartement? Alors tu trouveras des solutions. Comme tout le monde. Mais maman, au revoir, Maxime. J'ai fermé la porte. J'ai entendu sa voix étouffée derrière le bois. Maman, maman, ouvre! Puis des coups, puis des cris. Tu ne peux pas me faire ça. Tu n'as pas le droit. Je suis remontée dans ma chambre. Je me suis assise sur mon lit. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait très fort. Mais je n'ai pas pleuré. Parce que je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. En bas,
Maxime a continué à frapper pendant encore 10 minutes. Puis le silence est revenu. J'ai entendu sa voiture démarrer, partir. Parfois, dire non à quelqu'un qu'on aime, c'est la seule façon de lui apprendre à grandir. Même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. Le même jour, en fin d'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Allô? Madame Perrault ?» C'était une voix de femme. Sèche, froide. « Oui, c'est moi. C'est Chloé, la femme de Maxime. » Mon cœur s'est serré. « Bonjour, Chloé. Je ne vais pas perdre de temps en politesse. Il faut qu'on parle. Je vous écoute. Maxime est dans tous ses états. Il m'a dit que vous aviez coupé votre aide financière. C'est exact. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie pour nous? Non. Et franchement, cela ne me regarde plus. Il y a eu un silence glacial. Comment pouvez-vous dire ça? C'est votre fils? Justement, c'est mon fils, pas le vôtre. Et la façon dont je gère ma relation avec lui ne vous concerne pas. Ça me concerne quand cela affecte mon mariage. Maxime est effondré. Il ne dort plus. Il ne mange plus. Vous êtes en train de le détruire. C'est vous qui avez demandé ma place à table, Chloé. C'est vous qui avez semé cette humiliation. Ah, ce n'était qu'une chaise, une simple chaise. Non, c'était ma dignité. Et mon fils l'a foulée aux pieds pour vous faire plaisir. Chloé a pris une grande inspiration. Puis, elle a changé de tactique. Sa voix est devenue mielleuse, faussement conciliante. Écoutez, Madame Perrault, Maëlle, je comprends que vous soyez blessée. Vraiment. Maxime a eu un geste déplacé. Mais vous savez, il était sous pression. Nous traversons une période difficile. Financièrement, je veux dire. Je sais. Alors vous comprenez qu'il a besoin de votre soutien. Juste encore quelques mois. Le temps qu'il se retourne. Non, 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 je n'enverrai plus un seul centime. Mais nous avons des dettes, des factures. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte sans votre aide? Vous vous débrouillerez. Vous avez tous les deux fait des études. Vous êtes jeunes. Vous êtes en bonne santé. Trouvez des solutions. Vous êtes cruel. Non, je suis réaliste. Et si on perd tout? Si on doit déménager? Si on doit tout recommencer à zéro? Alors vous recommencerez. Comme j'ai dû le faire quand mon mari est mort. Comme j'ai dû le faire seule, avec un enfant de 7 ans. Chloé a raccroché sans un mot. J'ai reposé le téléphone. Et j'ai souri. Pas un sourire de victoire. Pas un sourire de revanche. Juste un sourire de soulagement. Parce que j'avais tenu bon. Les jours suivants ont été calmes. Pas d'appel, pas de message, pas de visite. Maxime et Chloé avaient compris que je ne céderais pas. Le 10 janvier 2024, Madame Arnaud de l'agence immobilière m'a appelé. « Madame Perrault, bonne nouvelle. Nous avons déjà 3 demandes de visite pour votre maison. » Déjà? Oui. Le 15e arrondissement est très prisé. Et votre maison est magnifique. Je pense que nous allons vendre rapidement. Parfait. Les visites commenceront ce week-end. Est-ce que cela vous convient? Oui. Le samedi 14 janvier, la première visite a eu lieu. Un couple de quarantenaires avec 2 enfants. Ils ont adoré la maison. Ils ont dit que c'était exactement ce qu'ils cherchaient. Le jardin, les chambres, le quartier. Madame Arnaud m'a dit après leur départ, « Je pense qu'ils vont faire une offre. » Vraiment? Oui, très rapidement. Le lundi 16 janvier, j'ai reçu une offre, 950 000 €. C'était moins qu'1 million, mais c'était une offre sérieuse, ferme, sans condition. « Qu'en pensez-vous, Madame Perrault ?» a demandé Madame Arnaud au téléphone. « J'accepte. Vous êtes sûre? Nous pouvons négocier. »« Non, j'accepte. Je veux que cela aille vite. »« Très bien. Je vais préparer les documents. La signature devrait avoir lieu début mars. Début mars. Dans moins de 2 mois, je ne serai plus propriétaire de cette maison. Dans moins de 2 mois, je serai libre. » Le 18 janvier, j'ai reçu un nouvel appel. C'était Antoine. « Maëlle, il faut que je te dise quelque chose. »« Oui, Maxime m'a appelé. Il est dans une situation difficile. Je sais. Il m'a demandé de te parler, de te convaincre de reprendre l'aide financière. Et tu vas le faire? » Non. Je lui ai dit que c'était ton choix et que je le respectais. Merci Antoine. Mais Maëlle, il va vraiment mal. Il a perdu beaucoup de poids. Il a l'air épuisé. Émilie est inquiète. Ce n'est plus ma responsabilité. C'est ton fils. Ah oui. Et justement, il est temps qu'il devienne un homme. Antoine a soupiré. Tu es sûre que tu ne vas pas le regretter? J'en suis certaine. Nous avons parlé encore quelques minutes, puis nous avons raccroché. Ce soir-là,
Je me suis assise dans le salon avec une tasse de thé. J'ai regardé autour de moi. Cette maison qui serait bientôt vendue. Cette vie qui serait bientôt derrière moi. Et je me suis sentie légère, comme si un poids invisible venait de se détacher de moi. Vous savez, il arrive un moment où l'on doit choisir entre être aimé pour ce qu'on donne ou être respecté pour ce qu'on est. Et moi, j'avais choisi le respect. Il y a une différence entre punir et laisser les conséquences faire leur travail. Je n'ai jamais voulu détruire mon fils. Je voulais juste arrêter de le sauver. Et parfois, c'est en cessant de sauver quelqu'un qu'on lui permet enfin de nager ou de couler. Le 23 janvier 2024, j'étais dans ma cuisine en train de préparer mon déjeuner quand mon téléphone a sonné. C'était Émilie, ma belle-sœur. « Maëlle ? » ?»« Oui, Émilie. Comment vas-tu ? » « Il faut que je te parle. C'est à propos de Maxime. » Mon cœur s'est serré, mais je suis restée calme. « Je t'écoute. Il a perdu son appartement. J'ai posé mon couteau sur la planche à découper. »« Comment ça ? » Le propriétaire lui a donné un préavis d'expulsion. Maxime avait 3 mois de loyer en retard. Il n'a pas pu payer. Ils doivent partir avant le 15 février. 3 semaines. Maxime avait 3 semaines pour trouver un autre logement. Et où vont-ils aller ? Je ne sais pas. Il m'a appelé en pleurant hier soir. Il m'a demandé s'il pouvait venir habiter chez nous temporairement. Mais, Maëlle, tu sais qu'on n'a pas la place. On a déjà les 3 enfants. La maison est petite. Je comprends. Il m'a demandé si tu pourrais... Elle n'a pas fini sa phrase. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Non, Émilie. Maëlle, non. Il ne viendra pas habiter ici. Mais c'est ton fils. Oui. Et justement, il doit apprendre. Apprendre quoi ? À vivre dans la rue ? À se débrouiller ? À trouver des solutions ? À être un adulte ? Émilie a soupiré. Tu es dure. Non, je suis juste. Nous avons parlé encore quelques minutes. Puis nous avons raccroché. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai pensé à Maxime, à son appartement à Boulogne-Billancourt, au carton qu'il devrait faire, à la honte qu'il devait ressentir. Et je n'ai ressenti rien. Ni culpabilité, ni regret, ni tristesse. Juste une forme de paix froide, parce que ce n'était pas ma faute. C'était les conséquences de ses propres choix. Le 28 janvier, Antoine m'a appelé à nouveau. « Maëlle, il faut vraiment qu'on parle. Antoine, je t'ai déjà dit... » « Non, écoute-moi, s'il te plaît. Juste 2 minutes. » J'ai soupiré. « D'accord. Je t'écoute. Maxime a perdu son appartement. Tu le sais, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, Émilie me l'a dit. » »« Eh bien, ce n'est pas tout. Chloé l'a quitté. J'ai figé. »« Quoi ? » ?»« Elle est partie. Il y a 3 jours. Elle a fait ses valises et elle est retournée chez ses parents. Pourquoi ? Parce qu'elle ne supportait plus la situation. Les dettes, les problèmes, la pression. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas vivre comme ça, qu'elle méritait mieux. Et comment va Maxime ? Mal, très mal. Il est effondré. Il dort chez un ami en ce moment. Mais il ne peut pas y rester longtemps. Je suis restée silencieuse. Antoine a continué. « Maëlle, je sais que tu es en colère contre lui. Je comprends. Mais là, il a tout perdu. Son appartement, sa femme, sa dignité. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'apprendre. Apprendre quoi ? Qu'on l'abandonne quand il va mal ? Non. Qu'il y a des conséquences à ses actes. Qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens indéfiniment. Qu'on ne peut pas manquer de respect à ceux qui nous aident et s'attendre à ce qu'ils continuent à nous soutenir. » Antoine a soupiré longuement. « Tu ne changeras pas d'avis, n'est-ce pas ? » ?»« Non. Même si je te dis qu'il parle de choses graves, mon cœur a tressailli. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Il a dit à Émilie qu'il ne voyait plus l'intérêt de continuer, qu'il avait tout raté, que même sa propre mère l'avait abandonné. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Comment ose-t-il dire ça ? Comment ose-t-il me faire porter la responsabilité de ses choix ? Maëlle, non Antoine. Pendant 4 ans, je lui ai donné 3 000 € par mois. 3 000 €, sans jamais rien demander en retour. J'ai payé ses dettes, j'ai financé sa vie, et tout ce que j'ai reçu en échange, c'est du mépris, de l'ingratitude. Et pour finir, il m'a poussé au sol devant toute la famille. Je sais. Alors ne viens pas me dire que je l'ai abandonné. C'est lui qui m'a abandonné. Bien avant Noël. Il y a des années. Antoine ne savait plus quoi dire. D'accord, Maëlle. Je comprends. Merci. Mais si jamais il arrive quelque chose,
Il n'arrivera rien. Maxime est un manipulateur, Antoine. Il sait exactement quels mots utiliser pour nous faire culpabiliser. Mais je ne tomberai plus dans ce piège. Nous avons raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Et je me suis mise à pleurer. Pas par tristesse, pas par regret, mais par fatigue. Fatigue de porter ce poids depuis si longtemps. Fatigue de me battre contre moi-même. Fatigue d'être celle qui doit toujours céder, toujours comprendre, toujours pardonner. Il y a des moments où l'on pleure, non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on a été forte trop longtemps. Le 5 février 2024, j'ai reçu un message de Maxime, le premier depuis 3 semaines. Un long message, désespéré, mais aussi accusateur. « Maman, je ne sais même plus si je dois t'appeler comme ça. Une mère ne fait pas ce que tu m'as fait. Une mère ne laisse pas tomber son fils. J'ai tout perdu. Tout. Mon appartement, ma femme, ma vie. Et toi, tu es là, tranquille dans ta grande maison, avec ton argent, et tu me regardes couler. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu te rends compte que tu as détruit ma vie? Tout ça pour une chaise. Une stupide chaise. Oui, j'ai eu un geste déplacé. Oui, je me suis excusée. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Tu punis, tu détruis, tu es cruel, et un jour, tu vas te réveiller et tu vas réaliser que tu as perdu ton fils. Et ce sera ta faute. Uniquement ta faute. J'ai lu ce message 3 fois, et à chaque lecture, ma décision se renforçait. Parce que ce message ne contenait aucune remise en question, aucune prise de responsabilité, aucune compréhension de ce qu'il avait fait. Juste des accusations, des reproches, de la manipulation. J'ai répondu, calmement, fermement. Maxime, je ne t'ai pas détruit. Tu t'es détruit toi-même, en vivant au-dessus de tes moyens, en refusant de grandir, en manquant de respect à celle qui t'a tout donné. Je t'ai aimé de toutes mes forces, mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. Et je refuse de vivre dans la servitude. Je te souhaite de trouver ta voie, mais tu la trouveras sans mon argent. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué son numéro, parce qu'il fallait que je coupe le lien, complètement, pour que nous puissions tous les deux avancer. Le 15 février 2024, Maxime a dû quitter son appartement. Je l'ai su par Émilie, qui m'a envoyé un bref message. Maxime a déménagé aujourd'hui. Il a loué une chambre dans une colocation à Montreuil. 9 mètres carrés, 400 € par mois. Il cherche du travail. 9 mètres carrés. Après un appartement de 70 mètres carrés à Boulogne-Billancourt. Après une vie confortable financée par moi. C'était la réalité qui le rattrapait. Et moi, je continuais à préparer ma nouvelle vie. Les cartons s'accumulèrent dans le salon. J'avais trié presque toutes mes affaires, donné des vêtements, jeté des objets inutiles, gardé l'essentiel. J'avais trouvé un appartement à Nice, un petit 2 pièces dans le quartier de Cimier, 45 mètres carrés, avec un balcon donnant sur la mer, 750 € par mois. Madame Arnaud m'avait dit que la signature de la vente de ma maison aurait lieu le 5 mars 2024. Dans moins de 3 semaines, je serai libre. Le 20 février, j'ai reçu un dernier message. Pas de Maxime, de Chloé. Madame Perrault, je voulais que vous sachiez que j'ai quitté Maxime. Je ne pouvais plus supporter cette vie. Je mérite mieux. J'espère que vous êtes satisfaite du résultat. Vous avez détruit notre couple. Vous avez détruit votre fils. J'espère que vous pourrez vivre avec ça. J'ai lu le message et j'ai souri, parce que Chloé venait de me prouver quelque chose. Elle n'avait jamais aimé Maxime pour ce qu'il était. Elle l'avait aimé pour ce qu'elle pensait qu'il deviendrait, pour l'argent qu'elle pensait qu'il aurait, pour la vie qu'elle pensait qu'il pourrait lui offrir. Et quand cette illusion s'était effondrée, elle était partie. Exactement comme je l'avais prédit. J'ai supprimé le message, et je n'ai pas répondu. Vous savez, la vie a une drôle de façon de révéler les vraies natures. Quand tout va bien, tout le monde est là. Mais quand les choses deviennent difficiles, on voit qui reste et qui disparaît. Le 28 février 2024, j'ai fait un dernier tour de ma maison. Les meubles étaient repartis. Les murs étaient vides. Il ne restait que l'écho de mes pas sur le parquet. J'ai monté les escaliers. J'ai ouvert la porte de la chambre de Maxime, celle qu'il avait occupée de ses 10 ans à ses 23 ans. Les murs étaient blancs maintenant. Il n'y avait plus de posters, plus de livres, plus de traces de son enfance, juste une pièce vide. Je me suis assise par terre, au milieu de la chambre, et j'ai repensé à tout, à ce petit garçon qui riait,
qui me serrait dans ses bras, qui me disait « Je t'aime, maman », à cet adolescent qui me racontait ses journées, ses rêves, ses peurs, à cet homme qui s'était peu à peu éloigné, transformé, perdu. Où était-il passé, ce petit garçon? Quand avait-il disparu? Je ne savais pas. Mais ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus le chercher, parce qu'il devait se retrouver lui-même. Je me suis relevée, j'ai fermé la porte, et je suis sortie de cette maison pour la dernière fois. Il y a des jours qui marquent une frontière, un avant, un après. Le 5 mars 2024 était l'un de ces jours. Ce matin-là, je me suis réveillée à 6 heures. J'ai bu mon café lentement, debout devant la fenêtre de la cuisine. Dehors, le jour se levait. Le ciel était clair. À 10 heures, j'avais rendez-vous chez Maître Dubois pour signer l'acte de vente. À 15 heures, je prendrais le train pour Nice. Une vie se terminait. Une autre commençait. Je me suis habillée avec soin. Un tailleur bleu marine, des chaussures plates, un foulard que ma mère m'avait offert il y a longtemps. J'ai pris mon sac, mes papiers, mon billet de train, j'ai fermé la porte d'entrée, et je n'ai pas regardé en arrière. À 10 heures précises, j'étais dans le bureau de Maître Dubois. Les acheteurs étaient là, le couple de quarantenaires avec leurs 2 enfants. Ils souriaient, ils étaient heureux. « Madame Perrault, tout est prêt, nous pouvons commencer. » Maître Dubois a posé les documents devant moi, des dizaines de pages, des chiffres, des clauses, des signatures. J'ai signé, lentement, page après page. Et quand j'ai signé la dernière page, j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Un poids, une chaîne invisible. Cette maison n'était plus à moi, et je n'étais plus prisonnière de son passé. Le notaire m'a tendu un chèque, 950 000 €. J'ai regardé ce chiffre, cette somme qui représentait une vie entière. Félicitations, Madame Perrault, la transaction est finalisée. Merci, maître. Je suis sortie de l'étude. J'ai marché dans les rues de Paris une dernière fois. Rue de Vaugirard, boulevard Montparnasse, vers la gare. À 13 heures, j'étais dans un café près de la gare Montparnasse. J'ai commandé un sandwich et un thé. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. « Allô? Maman, c'est moi. Maxime. » Sa voix était brisée, tremblante. « Comment as-tu eu ce numéro? » Par Antoine. « Maman, il faut que je te parle. S'il te plaît. » Maxime. « Je t'ai bloqué pour une raison. Je sais, mais j'ai compris. J'ai compris, maman. J'ai tout perdu. Mon appartement, ma femme, ma dignité. Et maintenant je comprends. Tu comprends quoi? Que j'ai été un mauvais fils, que je t'ai manqué de respect, que je t'ai prise pour acquise. » J'ai fermé les yeux. Son ton était différent, plus humble, plus sincère, mais j'avais déjà entendu cette musique trop de fois. « Maxime, s'il te plaît, maman, donne-moi une dernière chance. Laisse-moi te prouver que j'ai changé. Laisse-moi... » Non. Maman. Non, Maxime. Tu n'as pas compris parce que tu as perdu. Tu as compris parce que tu veux récupérer. Ce n'est pas la même chose. Mais je veux réparer. Alors, répare ta vie. Trouve un travail. Paie ton loyer. Deviens l'homme que tu aurais dû être depuis longtemps. Mais fais-le sans moi. Tu vas vraiment m'abandonner? Je ne t'abandonne pas. Je te laisse grandir. Il y a eu un long silence, puis un sanglot étouffé. Où vas-tu? Loin. Commencer une nouvelle vie. Et moi? Toi, tu vas faire de même? Maman, je t'aime. Ces mots que je n'avais pas entendus depuis des années. Je t'aime. Mais cette fois, je savais qu'ils ne suffisaient pas. Moi aussi, Maxime. C'est pour ça que je dois partir. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Ma main tremblait un peu, mais mon cœur était calme. Aimer quelqu'un, ce n'est pas tout accepter. C'est savoir dire non quand il le faut, même si ça fait mal. À 15 heures, j'étais dans le train pour Nice. J'ai regardé Paris disparaître par la fenêtre. Les immeubles, les toits, la vie que je laissais derrière moi, et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Un vrai sourire, libre, léger. Le karma n'est pas une vengeance. C'est simplement la vie qui rend à chacun ce qu'il a semé, parfois rapidement, parfois lentement, mais toujours justement. Je suis arrivé à Nice le 5 mars 2024 à 20h15. La gare était animée, des gens qui couraient, des valises qui roulaient, des voix qui se croisaient. Je suis sorti sur le parvis. L'air était doux, plus doux qu'à Paris. Je sentais déjà cette différence, cette légèreté du Sud. Un taxi m'a conduite à Simiez, à mon nouvel appartement.
45 mètres carrés au 3e étage d'un immeuble blanc avec des volets bleus. Quand j'ai ouvert la porte du balcon, j'ai vu la mer au loin, les lumières de la ville, le ciel étoilé. Et j'ai respiré profondément. J'étais libre. Les premières semaines à Nice ont été paisibles. Je me suis installée lentement. J'ai acheté quelques meubles, des plantes pour le balcon, des rideaux légers. Je marchais tous les matins sur la promenade des Anglais. Je buvais mon café face à la mer. Je lisais des livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. Je n'avais plus de téléphone qui sonnait sans arrêt, plus de demandes d'argent, plus de culpabilité, juste la paix. Au début du mois d'avril 2024, j'ai reçu un appel d'Antoine. « Maëlle, c'est moi. Bonjour Antoine, comment vas-tu ? Bien. Et toi ? Comment est Nice ? Magnifique. J'aurais dû venir ici il y a des années. » Il a ri doucement. « Je suis content pour toi. » Puis il y a eu un silence. « Antoine, tu m'appelles pour me parler de Maxime, n'est-ce pas ? » « Oui. Qu'est-ce qui se passe ? » Il a trouvé du travail. J'ai senti mon cœur se serrer. Pas de tristesse, mais quelque chose d'autre. De l'espoir, peut-être. Quel genre de travail ? Un poste de livreur, pour une plateforme de livraison de repas. Ce n'est pas glorieux, mais c'est un début. C'est bien. Il travaille beaucoup. Tous les jours. Il essaie de rembourser ses dettes. Petit à petit. Tant mieux. Maëlle, il a changé. Vraiment. Il est plus humble, plus sérieux. Il parle moins. Il écoute plus. Le malheur fait parfois grandir les gens. Tu as raison. Nous avons parlé encore un peu. Puis nous avons raccroché. J'étais contente que Maxime ait trouvé du travail, qu'il commence à se reconstruire. Mais je savais que ce n'était pas grâce à moi. C'était grâce à lui, à ses propres efforts, à sa propre volonté. Parfois, la meilleure aide qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de le laisser se débrouiller. En juin 2024, Émilie m'a envoyé un message. « Maëlle, je voulais te dire, Chloé est revenue vers Maxime. Elle lui a demandé de se remettre ensemble. Il a refusé. Il lui a dit qu'elle l'avait quitté quand il avait besoin d'elle, qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. Je pense que tu serais fière de lui. » J'ai relu ce message plusieurs fois. Maxime avait refusé Chloé. Il avait dit non. Il avait enfin compris que l'amour sans respect n'est rien, que la loyauté se prouve dans les moments difficiles, pas dans les moments faciles. J'ai répondu à Émilie, « Merci de m'avoir prévenue. Oui, je suis fière, pas de ce qu'il a perdu, mais de ce qu'il commence à comprendre. » En juillet 2024, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis inscrite à un cours de peinture, un petit atelier dans le Vieux-Nice, 8 personnes, un professeur bienveillant, des aquarelles, des paysages, des couleurs. J'ai découvert que j'aimais ça, mélanger les teintes, créer quelque chose de beau avec mes mains. J'ai aussi rencontré des gens. Une femme de mon âge, Sylvie, qui était veuve elle aussi. Nous sommes devenus amies. Nous prenions le thé ensemble le jeudi après-midi. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais une vie sociale, une vie à moi. En août 2024, 5 mois après mon arrivée à Nice, Antoine m'a rappelé. « Maëlle, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ? Maxime, il a quitté sa colocation. Il a trouvé mieux ? Oui, un petit studio, 22 mètres carrés à Montreuil. 550 € par mois. Ce n'est pas grand, mais c'est à lui. Il le paie avec son salaire. Son salaire de livreur ? Non, il a trouvé un autre travail. Assistant commercial dans une petite entreprise de logistique. Un vrai contrat, un vrai salaire. Je suis heureuse pour lui. Maëlle, il m'a dit quelque chose l'autre jour. Quoi ? Il m'a dit, dis à maman que j'ai compris. Dis-lui que je la remercie. J'ai fermé les yeux. Des larmes ont coulé sur mes joues. Pas de tristesse, pas de regret, mais de soulagement. Mon fils avait enfin grandi. Et je n'avais pas eu besoin de le sauver pour ça. J'avais juste dû le laisser tomber. Pour qu'il apprenne à se relever seul. En septembre 2024, 6 mois après mon départ de Paris, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre. Manuscrite. Envoyée par la poste. L'écriture était celle de Maxime. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu veux encore entendre parler de moi. Mais j'avais besoin de t'écrire. J'ai mis des mois à comprendre ce que tu as fait. Au début, j'étais en colère. Je t'en voulais. Je te trouvais cruel. Je pensais que tu m'avais abandonné. Mais aujourd'hui, je comprends. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as laissé grandir. Tu m'as forcé à me confronter à moi-même, à mes erreurs, à mes faiblesses. Et grâce à ça, j'ai changé.
J'ai trouvé du travail. J'ai un appartement. Je paie mes factures. Je vis simplement. Et pour la première fois de ma vie, je suis fière de moi. Je ne te demande rien. Ni argent, ni pardon, ni de revenir. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison. Et que je t'aime. Ton fils, Maxime. J'ai replié la lettre lentement. Je l'ai posée sur la table de mon balcon, face à la mer, et j'ai souri. La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Elle vient doucement, comme une évidence. Quand chacun reçoit ce qu'il mérite. Moi, j'ai reçu la paix. Maxime a reçu la lucidité. Et Chloé a reçu la solitude qu'elle avait semée. Il y a une différence entre pardonner et oublier. Pardonner, c'est se libérer du poids de la rancœur. Oublier, c'est effacer les leçons que la douleur nous a apprises. J'ai appris à faire l'un sans jamais faire l'autre. Nous sommes maintenant en décembre 2024. 9 mois se sont écoulés depuis mon arrivée à Nice. 9 mois pendant lesquels j'ai reconstruit une vie. Ma vie. Ce matin, je me suis réveillée à 7 heures. J'ai préparé mon café, je me suis installée sur mon balcon avec une couverture sur les genoux. Le soleil se levait sur la mer. Les mouettes criaient. L'air sentait le sel et l'iode. J'ai 62 ans maintenant. Mon anniversaire était il y a quelques jours, le 10 décembre. Cette année, je ne l'ai pas passé seule. Sylvie, mon amie du cours de peinture, m'avait invitée chez elle. Nous avions mangé une tarte aux pommes, bu du champagne, ri comme des adolescentes. C'était un anniversaire simple, modeste, mais c'était le plus beau que j'avais eu depuis des années. Hier soir, Antoine m'a appelé. « Maëlle, joyeux anniversaire avec quelques jours de retard. » « Merci Antoine. Comment vas-tu ? » ?»« Je vais bien, très bien même. Ça s'entend dans ta voix. Et toi ? La famille ? » ?»« Tout le monde va bien. Les enfants grandissent. Émilie te passe le bonjour. Dis-lui que je pense à elle. » Il y a eu un silence, puis Antoine a dit « Maxime a demandé de tes nouvelles. Mon cœur a fait un petit bond, mais je suis restée calme. »« Ah oui ? » ?»« Oui. Il voulait savoir si tu allais bien, si tu étais heureuse. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Que tu allais très bien, que tu avais refait ta vie à Nice, que tu semblais épanouie. Merci. Il m'a dit quelque chose d'autre. Quoi ? Que s'il pouvait remonter le temps, il ferait tout différemment, qu'il te respecterait, qu'il t'écouterait, qu'il te remercierait. J'ai senti les larmes monter, mais c'était des larmes douces, apaisées. Dis-lui que je lui souhaite le meilleur, Antoine. Sincèrement. Tu ne veux pas lui parler toi-même ? Non, pas encore. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Je comprends. Nous avons parlé encore quelques minutes. Puis nous avons raccroché. Parce que même si Maxime avait changé, même s'il avait grandi, j'avais besoin de ce temps pour moi. J'avais besoin de cette distance pour guérir complètement. Ce matin, en buvant mon café, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. À cette nuit de Noël où j'étais tombée. À ces décisions que j'avais prises dans la douleur et la lucidité. À ce départ vers Nice, vers ma nouvelle vie. Aujourd'hui, je suis heureuse. Pas de cet bonheur bruyant et exubérant qu'on voit dans les films, mais d'un bonheur calme, profond, authentique. Je peins 3 fois par semaine, mes aquarelles s'améliorent. Sylvie dit que j'ai un vrai talent. Je fais du bénévolat dans une association locale qui aide les femmes seules. Les Maisons de Claire a une antenne ici à Nice. J'y consacre quelques heures par semaine. J'écoute, je conseille, je partage mon histoire quand cela peut aider. Parce que mon histoire n'est pas unique. Il y a des milliers de femmes comme moi, des mères qui donnent tout, qui s'oublient, qui disparaissent dans l'amour inconditionnel et qui doivent un jour choisir entre continuer à se sacrifier ou commencer à vivre. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une femme à l'association, Isabelle, 57 ans. Elle me racontait comment son fils de 32 ans vivait encore chez elle, ne travaillait pas, lui reprochait tout. Elle pleurait en me disant « Mais c'est mon fils. Je ne peux pas le mettre dehors. » Je l'ai regardé dans les yeux. Et je lui ai dit doucement, « Isabelle, l'aimer, ce n'est pas tout accepter. L'aimer, c'est parfois savoir dire non. » Elle m'a regardé, les yeux mouillés. « Vous croyez ? J'en suis certaine, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai choisi de dire non, et que ce non a sauvé mon fils, et moi aussi. Ce soir, je vais aller dîner chez Sylvie. Nous allons préparer une bouillabaisse, rire, parler de nos vies, de nos projets. Demain, je vais marcher sur la plage, peindre un peu, lire un roman que j'ai acheté la semaine dernière, et après-demain, je recommencerai. Encore et encore.
Parce que c'est ça, la vraie liberté. Ce n'est pas avoir tout, c'est avoir assez. Assez de paix, assez de joie, assez de soi-même. Parfois je pense à Maxime. Je me demande comment il va, à quoi ressemble son appartement, s'il est heureux. Et je me dis que oui, probablement. Parce qu'il a appris. Il a appris que rien n'est acquis, que le respect se mérite, que l'amour d'une mère n'est pas infini s'il n'est pas nourri en retour. Un jour, peut-être, nous nous reverrons. Peut-être qu'il viendra à Nice, qu'il frappera à ma porte, qu'il me dira « Maman, je suis là ». Et peut-être que je lui ouvrirai, que nous prendrons un café sur mon balcon, face à la mer, que nous parlerons, vraiment, comme des adultes, comme deux personnes qui se respectent. Mais pour l'instant, je suis bien comme ça, seule, libre, sereine. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle mérite le respect, alors tout cela aura eu un sens. Si elle aide une mère à comprendre qu'aimer, ce n'est pas tout accepter, alors je n'aurais pas souffert pour rien. La vie m'a tout pris. Mon mari, ma jeunesse, mon fils, d'une certaine façon. Mais la vie m'a aussi tout rendu. Elle m'a rendu ma dignité, ma liberté, moi-même. Et aujourd'hui, à 62 ans, je peux enfin dire « Je suis heureuse ». Vraiment heureuse. Pour la première fois depuis longtemps. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.